Monsieur Ploncard-Dassac. Bonjour Diane. Bonjour docteur, bonjour. Bonjour Manuel. Bon, on va interrompre un petit peu nos vacances. Enfin non, ce ne sont pas nos vacances ni pour les uns ni pour les autres. On travaille. Bon, mais pour répondre aux appels de nos amis internautes. Voilà, on fait cet entretien aujourd'hui et puis il y a tout de même pas mal d'éléments d'actualité sur lesquels il faut réagir. Tout à fait. Voilà, je suis à votre disposition. Alors, commençons par le temps des tempêtes. C'est le titre du nouveau livre de Nicolas Sarkozy. L'ancien président prépare-t-il à nouveau son retour, selon vous? Ça me semble assez évident. Ça le taraude déjà depuis longtemps. Il n'a pas digéré l'échec de la primaire des Républicains qui avait vu la victoire triomphale de Fillon, contrairement à toutes les attentes et à toutes les manipulations médiatiques. Et là, ça le démange. Et puis il y a aussi un autre élément, c'est que comme tout de même, je pense que Macron est sur la fin, le système trouve un, je dirais pas nouvel homme parce qu'il est un petit peu usé, le petit Sarkozy, mais je pense que c'est ça qu'il y a derrière. Alors, il cherche une planche de secours. Alors il y a ça. Alors, le temps des tempêtes, tome 1, vous l'avez lu? Non, certainement pas. C'est du blablabla qui sert strictement à rien. C'est du blabla pour crédules et ça va strictement rien à prendre. Ce que j'ai eu comme commentaire, ce sont des citations des choses qu'il a dites de gens qu'il a côtoyés et qui l'ont aidé, notamment sur François Bayrou, pas très gentil. Bayrou, dit Sarkozy, a toujours trahi ceux qu'il a choisis. Bon, j'espère que Sarkozy a raison, que c'est ce qui va arriver pour Macron. Ensuite, il dit, j'avoue ne plus trop savoir qui est ce DSK, donc Dominique Strauss-Kahn, que j'ai propulsé à la tête du FMI. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Sur Jean-Louis Debré, il m'a toujours voué une haine tenace fondée sur une jalousie irrationnelle, mais assez fréquente chez cet homme. Donc vraiment, comme on s'aime, même dans la communauté. Hein. Vous savez que Debré comme Sarkozy sont d'origine juive. Donc voilà, donc vraiment, comme dirait Shakespeare, much fuss about nothing. Beaucoup de bruit pour rien. Même s'il avait, je crois qu'il a dit qu'il ne préparait pas en fait son retour. Bon, bien mais Manuel, on va le croire. Évidemment. Évidemment. Bon, déjà en 94, il avait écrit un livre sur Georges Mandel. Oui. Est-ce que vous voulez revenir sur cet homme politique qui fut le plus proche collaborateur de Clémenceau? J'en ai parlé dans mon livre sur De Gaulle, Charles de Gaulle, de la légende à la réalité. Alors, Mandel a eu un rôle tout de même important. Alors, Mandel a été le secrétaire de Clémenceau. Et là aussi, amabilité entre grands hommes politiques de la République. Clémenceau disait de Mandel, quand je pète, c'est lui qui pue. C'est classe. C'est classe, c'est très classe. Tout ça, vous l'avez dans mon livre sur De Gaulle. Bon. Alors, l'intérêt pour l'histoire de Georges Mandel, c'est que c'est lui qui a attisé les ambitions de De Gaulle pour le pousser à jouer un rôle en partant à Londres. Alors, je rappellerai par la même occasion que le vrai nom de Mandel, c'est Rothschild. Ils sont partout. Et on va encore vous accuser de complotisme, voyons. Voilà, il ne faut pas dire ça, monsieur. Non. Moi, je fais du carnet mondain. Je fais du carnet mondain, voyons. Il s'appelle Rothschild. Bon, pourquoi est-ce qu'il se cache? Donc, tout ça, vous l'avez référencé dans mon livre sur De Gaulle. Donc, ça tombe très bien de faire ce petit rappel. Cette petite piqûre de rappel. Alors, que pensez-vous de la candidature du général Martinez aux prochaines élections présidentielles? Bon, je trouve ça pas ça mal du tout.
J'ai vu certaines déclarations intéressantes dans lesquelles il parlait de la France, de la France, de la France. J'y vois aucun inconvénient. Pour une fois que c'est un homme politique qui ne parle pas de la République avant de parler de la France, j'avoue que ça fait un peu plaisir, c'est rafraîchissant. La seule chose qui m'a fait un petit peu tiquer, c'est qu'à un moment donné, celui qui l'interviewait, c'est Martial Bild. Ah, c'est Martial Bild. Oui, Martial Bild, qui est quelque peu tordu, une fois de plus, qui le pousse dans ses retranchements et lui dit, mais alors, vous êtes quoi? Vous êtes gaulliste, etc., etc. Et on sent le général Martinez quelque peu gêné, se tortillant quelque peu, disant oui, non, non, oui, enfin, en tout cas, je reprocherai toujours à De Gaulle son attitude sur l'Algérie. Donc, encore un qui ne voit la nocivité de Gaulle que seulement à partir de l'Algérie. Alors que le De Gaulle de l'Algérie ne s'explique que par le De Gaulle de 1916, de 1940, de tout ce que j'ai cité dans mon livre le concernant. Voilà, donc je pense que je vais me décider à envoyer au général Martinez un exemplaire de mon livre sur De Gaulle. Oui, car peut-être comme la plupart de nos concitoyens, il ne sait pas. Mais oui, tout est fait pour que nos concitoyens ne le sachent pas. Et évidemment, ils sont nourris à la doxa de la République. Il ne sait pas ou il fait mine de ne pas savoir. Bonne question, Manuel. Je n'en sais rien. Honnêtement, il est évident. C'est pour ça que je dis que Martial Bild est attendu. Une fois de plus, c'est qu'il l'a mis mal à l'aise sur un sujet comme ça. C'était pas nécessaire de le mettre mal à l'aise pour lui faire répondre comme il a répondu, ce qui était, disons, pour le torpiller. Voilà, donc ça ne me surprend pas de la part de Martial Bild et de la part de ceux qui le représentent, c'est-à-dire TV Liberté. On va changer un peu de sujet. On va revenir sur Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, qui est l'auteur d'un rapport qui a appelé Plaidoyer pour un islam français, contribution pour la laïcité. Bon, il date déjà de 2016. Alors, le document s'achevait par une série de propositions concrètes pour assimiler l'islam à la France en le soumettant à la laïcité. L'actuel ministre de la France dit que ça se couvre les prémices d'une possible guerre civile. Est-ce que vous souhaitez commenter ce rapport? Alors, j'avoue que les termes utilisés sont très intéressants, très révélateurs. Donc, en fait, ils voudraient arriver à domestiquer l'islam en France comme ils l'ont fait pour le catholicisme. Oui. C'est-à-dire faire courber les chines face aux lois de la République. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, on accepte l'islam, il faut que ce soit un islam bien gentil, qui observe nos lois, etc., etc., etc. Bon, c'est pas gagné, hein, c'est évident. Donc, islam, oui, mais bien républicain, quelque peu teinté de maçonnerie et acceptant les petits juifs. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. Les lois de la République, c'est quoi? Hein, c'est ça. Donc, guerre civile, eh bien, écoutez, chers amis, si M. Darmanin et le gouvernement et le président de la République qu'il représente ont peur de la guerre civile, pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire venir à pleine volée des migrants et encore des migrants? Donc, ça fait des troupes supplémentaires pour la prochaine guerre civile, effectivement. Voilà. En effet. J'accuse ces gens-là d'être des traîtres. Et surtout que c'est. Ah, excuse-moi, Diane, tu as dit quelque chose peut-être. Oui, vas-y. Non, j'allais dire que assimiler, ils n'ont pas assimilé l'islam à la France. Mais pourquoi est-ce que ces gens insistent et persistent à assimiler l'islam à la France? La France est catholique, point. Mais depuis sa fondation. Ils ne veulent pas de cette France. Et vous savez très bien quelle est
mon analyse constante à ce sujet-là. L'islam sert à la République judéo-maçonnique qui nous gouverne, qui nous occupe, se sert de l'islam pour détruire justement les racines chrétiennes de la France. Ce que l'on a reproché, encore une fois, à François Fillon. D'où la nécessité pour ces gens-là de l'euthanasier, comme je dis. Parce qu'il avait eu l'imprudence de faire allusion à Clovis, aux racines chrétiennes de la France. Voilà. Et puis laïciser les religions, c'est une étape préalable avant leur religion mondiale. Exactement, mais exactement. Donc on unit tout ça, tout ce petit monde catholique, islam, juif, franc-maçon, etc., sous la loi Noachide, et puis tout le monde, tout ira mieux, n'est-ce pas? Il n'y aura plus d'épidémie, n'est-ce pas? De toute façon, l'islam sera, bon, maintenant il sert à faire peur à la terre entière. Il ne sera accepté que à partir du moment que les musulmans deviennent des noachis, ce que vous venez de dire. De bons républicains. Ah oui, tout à fait. Mais le plus amusant, c'est que et j'ai de plus en plus de correspondances avec des musulmans et des musulmanes. Je ne pense pas que Darmanin et consorts est parti gagner de sitôt. Parce que je suis sidéré de certains textes de musulmans et musulmanes que je reçois. Et ils sont plus français que français. Il y en a un qui vient de m'écrire dernièrement, je sais pas, je l'ai transmis à Diane d'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler, qui me dit que dans son coin, je ne sais plus dans quel coin il est, sud-ouest de la France, je crois, il voudrait faire célébrer chaque année l'anniversaire de Clovis. Il faut le faire, de la part d'un musulman. Oui. Hein? Ben voilà. Donc, c'est curieux. Il se passe une alchimie très curieuse chez certains musulmans, immigrés maintenant en France. En fait, ils se retrouvent plus dans notre France que dans la France de la République. Parce qu'ils y retrouvent une identité, alors que la République, c'est l'absence de toute identité. C'est la négation de toute identité. La République, dans le sens maçonnique juif, c'est le formatage des individus pour en faire un individu uniforme, sans caractéristiques, sans mémoire, sans racines. Sans racines. Sans rien. Là. Et c'est très curieux, cette démarche de certains musulmans, bon, c'est malheureusement pas la majorité, mais enfin, c'est une chose que je n'avais jamais vue ni entendue il y a encore quelques années. Il y a eu une maturation et je pense que tout ce que nous faisons avec les entretiens, les conférences, où je définis la ligne nationaliste qui en fait tend la main à ceux qui acceptent notre héritage, et pour beaucoup dans cette compréhension de ce que nous sommes et de ce que doit être la France. Donc, il y a juste un petit détail, excuse-moi Diane, de rajouter ceux qui acceptent l'héritage de la France, mais surtout, il faut la respecter, la perpétrer. Il ne faut pas juste la respecter et après, de côté... bon, non, Manu, c'est un jeu de mots, ça, quand même. Parce que si oui, je sais, oui. Bien sûr. C'est oui. Ça revient au même. Non. Oui. Mais, ne coupez pas pas de pinaillard, pas de pile-poule juif, voyons. Non, je voulais juste rappeler que c'est vrai qu'il y avait plus de fierté à coller à la France de Clovis qu'à celle des Lumières. Il y a un côté combatif qu'on a perdu. Ceux qui sont conscients un petit peu de leur histoire d'Algérie ont tout de même un certain souvenir que je me charge de rappeler régulièrement, l'affaire du décret Crémieux. Ça passe tout de même mal pour ceux qui savent. Fort bien. On passe à la question suivante. Oui. Selon le Canard enchaîné, le parti La République en marche ferait face à une catastrophe. Ses militants continuent de déserter. Des 418 000 militants qui s'étaient inscrits en cliquant sur le site du mouvement en 2017, il n'en reste que 20 000 aujourd'hui. Est-ce que le parti présidentiel tiendra encore 2 ans, selon vous ? Il peut tenir 2 ans, appuyé sur les forces de l'ordre.
Les Bien, médias. bien domestiqué, c'est évident, il peut tenir, mais il est évident à moins de manipulation absolument grossière des élections, je pense tout de même qu'ils vont à leur perte. Bon, on a vu les dernières municipales, ça a été un désastre pour la République en marche. Je me demande ce qui s'est passé à Wavre, où Édouard Philippe a été tout de même, disons, triomphalement réélu. Ça me semble tout de même pas tout à fait normal. Et puis, comme il y a eu un taux record d'abstention à ces élections, ils sont élus par quoi 10% des Français, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ce qui a servi d'ailleurs au Vert. Oui. Ils ont été élus par défaut. Alors sur TF1, Emmanuel Macron a affirmé que les Français n'auraient pas 1 € à débourser pour le remboursement d'emprunts européens de 750 milliards d'euros, adopté 2 jours plus tôt. Selon lui, le remboursement devrait être assuré par des taxes, par exemple taxes sur le plastique, sur le carbone, sur le numérique, etc. Et donc, il prétend que ces taxes ne seraient pas payées par les Européens, mais par les grandes entreprises, les acteurs internationaux. Souhaitez-vous revenir sur cette évidente mauvaise foi ou ce mauvais calcul? C'est un menteur. Depuis le temps qu'on nous parle de faire payer les GAFA, il n'y a toujours rien. Donc c'est beaucoup de bruit pour rien, encore une fois. Il fait semblant, il fait semblant. La politique actuelle, c'est le faire semblant. C'est ça. Et alors, bon, les peuples qui sont évidemment désinformés par les médias, ils croient, mais je crois tout de même qu'ils y croient de moins en moins, puisque, comme vous le rappeliez, c'est la dégringolade au point de vue troupe de la République en marche. Donc, malgré tout, malgré toute la manipulation médiatique, malgré cette dictature médiatique, malgré tout, petit à petit, les Français finissent tout de même par comprendre au moins une partie, que sur le plan sanitaire, qu'ils n'ont pas encore tout à fait compris. Bon, on va s'en occuper. On va continuer à s'en occuper. Et dans sa phrase, vous voyez bien qu'il dit que ce seront les entreprises, les grandes entreprises et les acteurs internationaux qui paieront, mais eux vont répercuter ces prix-là sur la consommation. Donc, ce sera le consommateur dans tous les cas. Mais vous connaissez le fameux mot de passe-quoi, hein? Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est tout. Ah, ça, c'est évident. Non, et puis on trouvera toujours une excuse, et puis ce sera la faute de l'épidémie, parce que ça va occasionner des dépenses qui ceci, qui cela. Déjà qu'on doit payer pour la sortie de la Grande-Bretagne. Ouais. Et surtout, mais je vois pas pourquoi on devrait payer pour la sortie de la Grande-Bretagne, il n'y a aucune raison. Ah, le manque à gagner, je suppose, on doit compenser. Le manque à gagner pour qui? Ça ne me concerne pas. Ah, pour l'Union européenne. Et comme on paye pour l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas nous, c'est le contraire. Évidemment, ça, mais dans les faits, actuellement, on paye pour quoi. Tout ça, ce sont des excuses, des faux semblants pour expliquer pourquoi il faut mettre la main à la poche encore une fois et encore une fois et encore une fois. Non, ils n'y croient que les naïfs, quoi. Oui, et puis pour que eux, au sommet, puissent se gaver. Mais bien entendu. Manuel, pardon. Question suivante, peut-être. Oui. Ah oui. Question suivante, surtout que je viens d'acheter son livre il y a 2 jours. Le professeur Perron dénonce une corruption mondiale et l'influence de Big Pharma dans l'épidémie de coronavirus. Que vous inspirent ces propos? Alors, je n'ai pas vu son livre. Bon, vous m'en donnerez les bonnes pages. Alors, j'ai pas encore lu. C'est pas grave, mais j'ai vu son entretien, j'ai vu tous ses entretiens d'ailleurs. Et notamment celui qu'il a fait sur Sud Radio, c'est remarquable. Cet homme a un courage absolument remarquable. Il met en cause le comité scientifique, l'industrie pharmaceutique. Il nomme les responsabilités de la Buzine, de son mari, de Salomon, etc. Ce que j'appelle la filière juive de la santé en France. Et une fois de plus, je rappellerai que dans un entretien précédent, il avait carrément accusé le pouvoir de crime. Oui.
En effet. en disant que si on avait suivi, si le pouvoir avait accepté le protocole du professeur Raoult, ça aurait évité environ 25 000 morts. Mhm. C'est une, En effet. c'est une accusation gravissime. C'est accuser le pouvoir de meurtre des Français. Il faut bien peser les mots. Oui, en effet, tout à fait. C'est un homme rassis, posé, un scientifique de réputation internationale. C'est pas un galopin sur VK qui raconte des conneries. Donc c'est quelqu'un de responsable qui a fait le tour du problème et qui pose les responsabilités là où elles sont. Alors, je vais vous donner le titre de son livre que j'ai acheté. Je vous ferai parvenir les meilleures pages, voire citations, intitulé Il y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19. Rien que le titre est remarquable. Rien que le titre est remarquable. Rien que le titre est une mise en accusation. Non, je trouve que cet homme est remarquable. Il va encore plus loin que le professeur Raoult. Bah, ceci, surtout son sous-titre, Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Non, mais c'est exactement ça. Et puis il dénonce le Big Pharma qui est derrière tout ça. Oui, bien entendu. Et il a tout compris. Il a tout compris. Je me dis, vraiment, je ne vais pas nous vanter en disant que c'est à croire qu'il a lu nos premiers entretiens à sujet sur toute cette effarante épopée du coronavirus, mais on est sur la même longueur d'onde. Il n'y a rien à retrancher de ce qu'il dit. Il n'y a rien à rajouter. Et alors, que pensez-vous de l'obligation du port du masque comme mesure sanitaire? Attendez, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir au sujet du professeur Peron. Oui. Pour rappeler une chose que j'ai déjà signalée, c'est que du fait de ces déclarations, l'ordre des médecins l'a menacé de le radier de l'ordre. Je tiens à rappeler ça une fois de plus, c'est que l'ordre des médecins, qui est censé défendre la vie, se met au service de ceux que le professeur Peron accuse d'avoir tué les Français. Compris? Il y avait déjà une menace de l'ordre des médecins envers le professeur Raoult. Bien entendu, pour les mêmes raisons, de même qu'il y avait eu, et c'était des menaces, mais ça avait été effectif pendant quelque temps, contre le professeur Joyeux, parce qu'il avait osé s'opposer au vaccin scandaleux imposé par la Buzaine. Agnès Buzyn. Ces vaccins qui n'ont absolument aucune raison d'être et qui, en plus de ça, par leur composition, sont médicalement et scientifiquement prouvés comme étant dangereux pour des nourrissons. C'est à croire qu'ils veulent fabriquer une race de malades dès la naissance. Affaiblis. Affaiblis, exactement. Ça rapporte de l'argent, ça aussi. Ah ben, ça fera des candidats pour les médicaments de Big Pharma, évidemment. Non, mais c'est scandaleux. On est entre les mains de criminels. Il serait temps que les Français le comprennent. Que pensez-vous de l'obligation du port du masque comme mesure sanitaire? Franchement, j'y crois pas. Franchement, je n'y crois pas. J'ai vu beaucoup de choses à ce sujet-là. Bon, il est évident qu'il est préférable de ne pas recevoir dans la figure quelqu'un qui postillonne. C'est évident sur d'autres aspects. Ça, c'est même en temps normal, je veux dire. En temps normal, c'est évident. Bon. Mais il est évident que le port du masque, surtout à longue durée, favorise le développement de... Ça devient un milieu de culture. Je vous ai envoyé une vidéo qui explique bien, d'ailleurs. Tout à fait, je sais. Mais, il y a beaucoup de choses qui apparaissent aujourd'hui. Il y a des études assez pointues là-dessus qui disent mais ça ne sert nulle part, ça ne sert à rien, en plus de ça c'est dangereux. On y trouve même des staphylocoques. Exactement,
Tout à fait, on peut déstabiliser la coque. Il y a des gens qui commencent à se plaindre d'avoir des rhinites, alors qu'il n'y a pas de raison particulière pour qu'ils aient des rhinites. Pourquoi? Parce que justement, ça devient, comme je l'ai dit, un milieu de culture. Donc, de prime abord, je suis contre. Bon, il est évident que nous sommes devant un problème avec ce coronavirus, qui présente tout de même des caractéristiques tout à fait inhabituelles. Et je vais essayer de vous retrouver ça rapidement. J'ai reçu communication dernièrement d'informations sur les origines de ce coronavirus. Alors, j'espère que je vais retrouver ça rapidement. Concernant le masque, il y a des pays comme le Danemark ou même la Suède qui ont complètement refusé de rendre ça obligatoire. Pas plus mal. Exactement. Voilà. Mais de toute façon, porter le masque, ça ne sert pas à grand-chose si tu as les mains qui sont contaminées, tu touches le visage, le masque lui-même. Et rappelez-vous Olivier Véran qui disait que le port du masque ne servait à rien. Mais et Salomon. Et Salomon aussi. Salomon. Alors, vous pouvez pas rappeler un petit peu ce qu'a dit Salomon sur les Français par la même occasion? Comme ça, on comprendra pourquoi il donne. Il a une revanche à prendre. Il a une revanche à prendre. Il a une revanche à prendre. On l'a expliqué une fois de plus pour nos auditeurs. Vous ne l'avez pas rappelé? Mais si, c'était son arrière-grand-père qui était... Un certain Dreyfus. Un certain Dreyfus, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, et lui se voyait revivre l'accusation d'Alfred Dreyfus. Alors, c'est très, très émotionnel, bien entendu. Il a mis la lamentation comme d'habitude. Donc, il en veut aux Français. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, voilà l'information sur le coronavirus qui a été, entre autres sites, c'est le Veterans Today, qui est un site américain d'anciens soldats, très, très réactionnaire, qui donne cette information. Donc, le coronavirus a été créé à l'Université de Caroline du Nord. Et ce serait l'armée américaine qui s'en serait emparée pour en faire une arme biologique. Il y a quelque chose tout de même de bizarre dans cette épidémie. Et apparemment, ça ne disparaît pas comme les autres épidémies. La grippe saisonnière, normalement, elle finit par passer. Et puis, il y en a une autre qui revient avec d'autres caractéristiques. Et en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que les vaccins contre la grippe saisonnière ne servent à rien. Tous ceux, je répète encore une chose que j'ai déjà dite, tous ceux qui se font vacciner croyant se mettre à l'abri, finalement attrapent la grippe encore plus forte que s'ils n'étaient pas vaccinés. Je ne me suis jamais fait vacciner, je ne m'en porte pas plus mal. Donc, il y a quelque chose de très bizarre dans cette histoire de coronavirus. Et je voudrais rappeler ce que le professeur Luc Montagnier a dit, on l'a cité déjà à plusieurs reprises, comme quoi il avait découvert que dans le coronavirus, il y avait eu adjonction d'un des facteurs du virus du sida. Il y a tout de même quelque chose qui est louche là-dedans. Ça veut dire qu'il y a eu une manipulation humaine dans la création de ce coronavirus ou de ce Covid-19, comme on dit. Oui, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Et c'est ce qui lui donne, apparemment, ces caractéristiques dangereuses. Donc, on est devant un problème scientifique qui relève d'un complot mondial. Oui, d'une création humaine, oui. Une création humaine. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas les chauves-souris ou ceci ou cela, comme on nous a dit que c'était la faute des Chinois parce que leur marché qui ceci, qui cela, etc. Il y a eu une volonté de créer un agent mortifère. Alors, quand on nous parle de possible recrudescence, oui, c'est possible. Surtout si on fait recirculer le même agent pathogène. Volontairement. Et non pas par contamination de personne à personne. Donc on est face à un complot contre les peuples pour leur faire plier les chines et accepter le nouvel ordre mondial, sous prétexte de les sauver.
Et pour revenir et terminer sur cette obligation de port du masque, est-ce qu'on ne peut pas y voir un symbole du style fermez-la, français, Il y fermez-la? a ça aussi, j'avoue que oui, c'est une possibilité. Bon, parce que je ne connais pas tous les symboles maçonniques, c'est évident. Mais il est évident que dans les cérémonies maçonniques, le masque. Le baillon. Le Pas baillon. pas le masque. C'est un baillon, non? C'est un baillon. C'est un baillon. Oui. Tout à fait. On doit te bande les yeux. Mais justement, et vous savez qu'à juste titre, beaucoup de commentateurs disent que le masque, le port du masque, c'est le baillon des Français. Oui. La muselière. Et juste avant la rentrée économique et sociale qui annonçait probablement de nombreuses manifestations. Tout à fait, mais rappelez-vous ce que je dis quasiment depuis le début de l'épidémie et surtout à partir de l'annonce du confinement. J'ai dit, comme ça tombe bien pour le gouvernement, ça va couper court aux manifestations. Surtout que là, il va y avoir du chômage de masse qui va se révéler actif. Il y a une crise économique, je ne sais pas de quelle ampleur, mais on y va. Et ce ne sont pas les belles promesses avec les milliards soi-disant de l'Union européenne qui vont y changer quelque chose. Ces milliards iront dans des poches, mais ça ne servira pas au peuple. Bien sûr. On va passer peut-être à une autre question. Où en est-on quant à la possibilité de prescription de la hydroxychloroquine? Parce que plusieurs correspondants vous posent la question en tant que médecin et en tant qu'observateur très pointu sur cette affaire, dont vous avez longuement parlé dans votre dernière conférence à Paris. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, attendez, je vais revenir sur mes petites notes, parce que là aussi, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, je vais vous poser une question à mon tour. Est-ce que vous avez vu quelque chose dans la presse indiquant quelques modifications au sujet de l'hydroxychloroquine et de la prescription? Pas du tout. Absolument rien. Il me semble qu'elle est encore à ce jour classée comme poison. Il me semble. Qui a été classée par poison par la Buzaine et son âme damnée, Salomon. Oui. Alors, voilà ce que j'ai découvert. Ça a été gentiment caché par les médias. C'est le nouveau Premier ministre Castex qui, dès son intronisation, a réautorisé l'hydroxychloroquine. Ah. Alors, ça date. Donc, il a abrogé en douce l'arrêté du 23 mars 2020, complété par l'arrêté du 26 mai 2020, qui interdisait la prescription de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Donc voilà comment les Français sont informés. Donc, en principe, et alors je conseille à tout un chacun de faire un test, d'aller dans leur pharmacie et de dire, voilà, je voudrais avoir l'hydroxychloroquine. Alors la réponse normale du pharmacien devrait être de lui dire, oui, monsieur, madame, mademoiselle, pas de problème, mais j'ai besoin d'une prescription médicale. Ça serait normal. Et si on répond à la personne, ah non, c'est pas possible, c'est interdit, c'est que ce brave pharmacien ou pharmacienne n'aura pas eu vent que l'hydroxychloroquine a été réautorisée. Donc vous voyez toute l'hypocrisie, le mensonge de ceux qui nous gouvernent. Je n'avais pas eu cette nouvelle que M. Castex avait réautorisée. Eh oui. Bon, bah. Ça n'a pas été dit dans les médias, en tout cas. Non, pas du tout. Ni télévisé, ni écrit. Ça en catimini, pour que les gens continuent à ne pas chercher l'hydroxychloroquine pour se soigner en cas de besoin. C'est pas joli, ça? De toute façon, il faudra que ça soit prescrit par un médecin. Si le médecin n'est pas de toute façon, ça il est évident. C'est pour ça que je disais que je conseille aux personnes qui nous entendront d'aller à leur pharmacie la plus proche ou celle
où ils vont d'habitude et poser la question. Voilà, si j'ai besoin d'hydroxychloroquine et que j'ai une prescription de mon médecin, est-ce que vous pouvez me la délivrer? Et je serais curieux de connaître la réponse. Et j'attends que ceux qui nous entendront, qui entendront cet entretien, me tiennent au courant de la réponse. Attendez, je vais tester tout de suite demain matin. Je vais chez une pharmacie juste en face. Tout à fait. Vous me tiendrez au courant. Ouais, mais ça va être très intéressant de voir ça. Je verrai bien ce qu'ils vont dire. Mais alors, dans tout ce discours, quand même, M. Ploncard, vous semblez accréditer les chiffres qu'on nous donne quant aux contaminés réels. Non, je n'accrédite pas du tout. Vous savez très bien, Diane, combien de fois j'ai dit, comme c'est curieux, il n'y a jamais eu cette année de statistiques quant aux morts dues à la grippe saisonnière. C'est-à-dire, tout mort actuellement passe sous couvert du coronavirus. Les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, les cancers. Oui, on ne meurt plus de rien, mais seulement du coronavirus. Maintenant. Exactement. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas. Non, c'était une petite provocation. Avant de passer à la question suivante, si on a fait le tour sur le coronavirus, à moins que vous ayez d'autres informations. Non, il me semble que c'est suffisant. Hein. Alors, que pouvez-vous nous dire de l'incendie de la cathédrale de Nantes qui a été perpétré par un réfugié rwandais accueilli par le diocèse de Nantes? Je dirais que c'est absolument démonstratif de ce qu'est l'Église conciliaire aujourd'hui. Quelle idée de confier la sécurité d'une cathédrale à un immigré. En plus de ça, on ne sait même pas. Alors, ce Rwandais était-il catholique? Oui, comme. Ou bien apparemment. Ou bien musulman ou quoi que ce soit, j'en sais rien du tout. Mais enfin, écoutez, si on inverse la question, est-ce que vous imaginez des responsables d'une synagogue confier la sécurité de la synagogue à un catholique ou à un musulman? Certainement pas. Non. Cette église de France, mais c'est hallucinant. Et quand bien même il était réellement catholique, il n'y avait pas d'autres personnes qu'un Africain pour. Mais bien entendu, mais ça c'est l'aspect. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Pleurnichard de nos entités religieuses. Oui, il faut accueillir. Oui, mais il faut accueillir, d'accord, mais on teste d'abord. Voilà, et puis on accueille, mais on choisit. C'est très bien ce que je dis à ce sujet-là. Est-ce que vous ne pensez pas que l'incendie de Notre-Dame de Paris aurait pu être un scénario similaire, mais que ça aurait été camouflé? Non. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Alors, il y a une chose tout de même, il y a deux choses curieuses quand on fait la comparaison entre les deux incendies. En ce qui concerne Notre-Dame de Paris, incontestablement, il y avait un système de sécurité hyper sophistiqué. On sait très bien, il y a mes deux conférences à ce sujet-là de mai et de juin de l'année dernière, qu'il était impossible d'incendier les poutres quasiment bimillénaires de la cathédrale de Paris avec un mégot, comme le pouvoir public l'a dit dès le début. J'ai cité de nombreux témoignages de scientifiques, de responsables, d'architectes, de responsables de la sécurité de Notre-Dame qui disaient c'est pas possible. Et il y avait tellement de témoignages embarrassants pour le pouvoir, donc le pouvoir macronien, toujours le même, que Ils l'ont étouffé. et le ministre de la Culture, qui vient de démissionner d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, et le général Georges Lain ont intimé à ceux qui parlaient trop de la boucler. C'est bien la liberté de parole en France. Donc, ça, pour la cathédrale de Paris. La cathédrale de Nantes, c'est un autre problème. Et là, c'est invraisemblable parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il n'y avait pas le moindre système de surveillance quant au risque d'éventuels incendies. Pas de surveillance, pas de système d'alarme, etc.
Et autre chose qui m'a surpris dès le début, et j'en ai parlé dans le communiqué que vous avez vous-même publié, Diane. Oui. J'ai signalé que curieusement, et c'est tout à son honneur, j'avoue que ça m'a surpris, le préfet de la région a tout de suite émis l'hypothèse d'un attentat criminel, ce qui a été nié pour Notre-Dame de Paris dès le début. Puisque dès le début, dans les minutes qui ont suivi le déclenchement de l'incendie, les médias nous disaient que c'était accidentel. Ils le savaient comment? C'était pour couper court à toute enquête criminelle. Et alors, question inverse, est-ce que ce Rwandais aurait pu être commandité en quelque sorte? Tout est possible. Quand on sait comment les attentats islamiques sont commandités, tout est possible. Excellente question. Prochaine question, Manuel, je te laisse la parole. Oui, ça concerne le diocèse d'Arras qui a pour projet de désacraliser et de démolir l'église Sainte-Germaine, car sa rénovation serait trop coûteuse. L'économe diocésain en charge des deniers évoque une église digne d'un mastodonte et que c'est un vrai gouffre financier pour le diocèse. Donc les 4500 mètres carrés de terrain sont à vendre et il est prévu de construire un lieu de culte plus petit et des logements. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette décision? Des logements pour les émigrés? Oh, ben, des appartements. Bon, oui. Bon, alors, ben, voilà. On juge un arbre à ses fruits. Voilà le résultat de l'église conciliaire. Comment se fait-il que dans une France où la population des catholiques était nettement moindre, on était obligé de construire des églises aussi grandes pour accueillir tous les fidèles? Oui, mais parce qu'ils y allaient, eux. Que là, regardez, c'est vide. C'est pour ça qu'on juge un arbre à ses fruits. Oui, tout à fait. Si les catholiques français ou ex-catholiques n'y vont plus, à qui la faute si ce n'est à l'Église aujourd'hui? En effet, mais là, vendre, soi-disant, l'église est placée dans un terrain marécageux qui bouge. Non, ça, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Ou alors, ce serait parce qu'il est devenu marécageux, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, qui ont changé quelque chose. Mais les anciens savaient où construire. Non, il faut pas raconter des histoires. Ça, ce sont des excuses. Alors, il y a une chose, par contre, que je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Est-ce une église ancienne ou est-ce que c'est une église moderne? Enfin, relativement moderne, datant du 19e ou début du 20e siècle. Alors ça, je ne sais pas, je vous avoue, je n'ai pas vu si elle était ancienne, mais il me semble que les vitraux... attends, elle est assez ancienne parce que j'ai vu... Mais quand bien même à Arras, là c'est pour Arras, mais à Ville, ils avaient fait la même chose pour transformer le terrain en un parking. Et à Ville, elle était du 19e, quelque chose dans ce... Et les vitraux, Diane, de cette église Sainte-Germaine, il me semble qu'ils sont classés. Il me semble. J'ai l'air de leur poser ils vendront ça aux antiquaires. Alors, c'est une église en briques typique du Nord. Oui, en briques rouges. De quelle époque elle est? Ah bon, c'est quand même c'est symbolique. Elle est de 1918. De toute façon, c'est inacceptable. En plus de ça, l'État français, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est encore une vaste fumisterie, a le devoir d'entretenir les ouvrages religieux. Point. Donc, s'il n'y a pas d'argent, que ce responsable de cette église aille se plaindre auprès de M. Macron. Je doute bien que M. Macron donne de l'argent pour entretenir un lieu de culte catholique. Oui, d'autant qu'il donne l'argent ailleurs. Oui, probablement. On verra tout à l'heure, sinon j'y reviendrai. La loi sur la bioéthique est examinée par l'Assemblée nationale fin juillet. Il y a une volonté de faire passer cette loi en catimini, a dénoncé un élu Les Républicains.
que cache cette loi. Il n'a pas été le seul, d'ailleurs, il y en a eu beaucoup tout de même. Le problème, c'est que malheureusement, à la Chambre, au Parlement, la République en marche a tout de même encore une majorité et que tous les amendements que la droite parlementaire a déposés pour bloquer ce projet monstrueux, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est la procréation médicalement assistée. Et pour toutes les femmes, c'est en perspective la gestation pour autrui, c'est en perspective une sorte d'eugénisme aussi. Et c'est vraiment l'homme qui se fait Dieu, qui recrée la nature. Puis c'est la destruction de la cellule familiale, puisque bon, les couples de lesbiennes pourront. C'est ça qui est Et femmes célibataires. Hein. En plus. Oui, mais bien entendu. Bon, ça va faire toute une génération de détraqués. Bien entendu lesbiennes. Oui, évidemment. On va en parler à la prochaine question. Le 19 juillet dernier, à Lyon, une racaille a foncé en voiture sur une jeune femme appelée Axel, âgée de 23 ans. Il lui a arraché un membre et l'a traîné mortellement sur plusieurs centaines de mètres. Cela s'ajoute au lynchage d'un conducteur de bus à Bayonne et à l'agression d'un pompier par balle, etc. pour ne pas en rajouter davantage. Qui s'ajoute. Tout à fait. On ne peut constater une augmentation de la violence. Donc, quelle réflexion portez-vous sur ce constat que Macron qualifie d'incivilité? Eh bien, je souhaiterais qu'un jour il soit victime de ces incivilités. Dernièrement, il y a des pompiers qui ont été attaqués avec des mortiers aussi. Je ne sais plus dans quelle ville, j'ai plus en tête. Ça n'arrête pas. Et plus l'État est laxiste et complaisant vis-à-vis de ces incivilités et de ces vrais racailles, plus les vrais racailles en profitent et montrent leur pouvoir. Je me répète, et au risque de mettre ma liberté en danger, tant qu'on ne liquidera pas d'une façon ou d'une autre ceux qui nous gouvernent, nous serons en danger de mort. Le peuple français, en fait, est pris en tenaille entre les racailles, on parle du bas de la société, au bas de l'échelle, et puis ces usurpateurs au sommet, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une collusion, vous savez très bien, je l'ai déjà dit et je le répète encore une fois, que la révolution dite française s'est imposée par la racaille des bas-fonds de Paris. La République s'est toujours appuyée sur la racaille. Contre honnêtes gens. Il n'y a rien de nouveau. Je dirais que c'est une tradition. Ils ont la tradition qu'ils méritent. Oui. Et voilà les fruits qui en découlent. Quoi. Mais le problème, c'est que c'est le peuple français qui trinque. Exactement. Non, il faut regarder les choses en face. Il serait temps que les Français regardent les choses en face. C'est pas par incompétence, c'est pas par idiotie, c'est par volonté de nuisance, de destruction de ce qu'est la France. Il y a tellement eu une refonte des esprits et un matraquage idéologique. On voit par exemple les parents de la victime principale de cette jeune lyonnaise qui s'est fait traîner sur plusieurs centaines de mètres. Ses parents ont refusé qu'il y ait un amalgame avec cette immigration. Mais c'est pas la première fois, surtout pas d'utilisation politique. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est lamentable. Vous savez, à la limite, je dirais que les Français n'ont que ce qu'ils méritent, tellement ils sont lâches. Oui. Emmanuel Macron indique qu'il importe que l'histoire de la guerre d'Algérie soit connue et regardée avec lucidité. Il en va de l'apaisement et de la sérénité de ceux qu'elle a meurtris. Il fait donc appel à l'historien Benjamin Stora pour donner, je cite, « la possibilité pour notre jeunesse de sortir des conflits mémoriels. Je souhaite m'inscrire dans une volonté nouvelle de réconciliation des peuples français et algériens », écrit le président.
Car, je le cite à nouveau, le sujet de la colonisation et de la guerre d'Algérie a trop longtemps entravé la construction entre nos deux pays d'un destin commun en Méditerranée. Quelles sont vos réflexions sur ces propos? Alors, vouloir réconcilier les Algériens avec la France, je dirais pas la France, la République, en confiant cette tâche à un certain Stora qui est juif, ne semble pas tellement la meilleure approche. C'est utiliser le pyromane pour éteindre l'incendie. Ouais, Oui. exactement. Et je voudrais rappeler que si la France républicaine veut faire des excuses à l'Algérie, ce n'est pas à la France de le faire, c'est à la République de le faire pour l'imposition du décret Crémieux en 1870. Tout est là. Et c'est de cela que la République doit s'excuser. Pas les Français, pas la France. On passe à un autre personnage, Diane. Alors, Oui. on passe à un personnage que vous connaissez, que vous aimez particulièrement, Madame Schiappa, qui a dit, bon, je la cite, j'ai dit que j'étais fier d'avoir obtenu dans un comité interministériel sur l'intégration des choses très fortes pour mieux intégrer les étrangers, mais aussi des choses fermes, notamment le fait qu'à mon sens, quand un étranger commet des violences sexistes et sexuelles, il doit cesser d'être accueilli en France. Ce sont les propos qu'elle a tenus lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche. Est-ce que vous souhaitez commenter ces dires? Avec grand plaisir. Alors, c'est amusant. C'est amusant parce que, en fait, tôt ou tard, la réalité rattrape un certain nombre de personnes et qui se trouvent confrontées à leurs propres contradictions. J'avoue que j'apprécie. Et le plus beau, c'est que cette malheureuse Schiappa, elle va me devenir sympathique, s'est fait traiter par d'autres ministres de fémino-nationalistes. Alors, pas fémino-fasciste, nazi. Non, mais il y a tout de même, il y a tout de même avoir un petit sourire ironique quand on voit ce genre de choses. Schiappa, qui est d'origine juive hongroise, comme elle l'a dit elle-même, se faire traiter de fémino-nationaliste, à défaut de dire, je comprends pas, ah oui, parce que nationaliste, ça les dérange davantage. Et non, c'est à mourir de rire. Donc, vraiment, je suis de tout cœur avec Marlène Schiappa. On ne peut qu'approuver ces propos, là, pour le Ah coup. oui, ça, tout à fait. Tout à fait. Mais alors qu'elle aille le dire à son cher Macron. Mais attendez, donc pour elle, l'étranger doit cesser d'être accueilli à partir du moment qu'il commet des violences sexistes ou sexuelles. Donc, si je suis son raisonnement, donc il peut voler, agresser, trafiquer, je ne sais plus quoi, c'est bon. Donc, il n'y a pas de violence sexiste. Ah, mais tout à fait, non, c'est admirable. Non, en plus de ça, ces gens sont d'une bêtise comme c'est pas permis. Non seulement ils sont pervers, mais ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'elle voit l'affaire seulement de son point de vue, et comme elle, c'est la défense de la femme. Sa lorgnette, c'est tout. Voilà. Bah, c'est peut-être quelque chose qu'on a appris dans sa loge, je ne sais pas. Ou sa synagogue. Oui. Non, dans sa loge, parce qu'elle est membre de la Grande Loge féminine de France. Hein. Ah, mais elle est aussi juive. Oui, je sais. Oui, tout à fait. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé son observatoire de la haine en ligne. Ce nouvel organe créé par la loi Avia est chargé d'analyser et quantifier le phénomène de haine en ligne. L'observatoire doit rassembler dans plusieurs groupes de travail des associations comme e-enfance, Inter-LGBT, la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, la LICRA, SOS Racisme, le CRIF ou l'Observatoire du conspirationnisme. Un commentaire à propos de ce nouvel observatoire et surtout des associations qui l'entourent?
c'est magnifique comme ils savent aller au mur de lamentation, tous ces gens-là. Mais C'est leur point commun. ah oui, c'est leur point commun. D'ailleurs, c'est un point commun, je dirais, de leur même origine. Et alors, il y a tout de même une chose qui est curieuse, c'est que je croyais savoir que la loi Avia avait été quelque peu détricotée par le Conseil constitutionnel. Oui. Alors, ces institutions viennent maintenant se placer sous l'égide de la loi Avia. Il y a un petit problème là quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Donc, c'est toujours la même chose. Ils vont au mur des lamentations parce qu'ils se rendent compte tout de même qu'il y a de plus en plus de critiques contre une certaine engeance qui nous gouverne et que ça les dérange et qu'ils ont peur. Bon. D'ailleurs, à ce propos, vous savez que l'une des tendances sur Twitter en ce moment, c'est Jewish privilege. C'est-à-dire que beaucoup de personnes parlent des Jewish privilege. Oui, oui. Et au nom de quoi? Pardon? Et au nom de quoi? Eh ben, c'est-à-dire que c'est la population, quoi, les Twitter, ceux qui ont Twitter, qui ont beaucoup épilogué, tweeté sur ce sujet. Donc c'est bien pour qu'il y ait une prise de conscience une sorte de prise de conscience des privilèges juifs et finalement de leur comportement qui commence à être dérangeant. C'est pour ça que je disais qu'ils commencent à prendre peur. Donc ils essayent de faire les gros yeux, les grosses voix, de trouver toutes les astuces plus ou moins légales pour essayer d'empêcher la parole, d'où ce qui est arrivé à Sorel. Je ne sais pas si vous allez en parler. Oui, on en reviendra après, oui. On reviendra après, oui, en effet. Donc concernant cette association, mais la loi Avia, pour en revenir dessus, elle a été abrogée ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle a été critiquée. D'après ce que j'avais vu à l'époque, donc c'est tout récent ça quand même, ça a été quasiment vidé de son contenu par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, les mêmes organisations se sont lamentées, sont allées au mur de lamentation, bien entendu, pour regretter que la loi Avia ait été quasiment neutralisée. Et apparemment, ils font comme si. Ils font comme si. Manuel? La prochaine question concerne les subventions obtenues par le CRIF auprès du gouvernement français, des subventions Covid, pardon, pour les juifs français d'Israël. Notamment, alors, montant par adulte ou couple, il est de 207,28 € et plus 138,19 € par enfant à charge. Que vous inspire cette générosité de l'État français? Ben, que l'État français n'est pas un État français, mais un État juif. De par son premier représentant, tête de l'État. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi ça pour les Juifs et pas pour les Français? Je sais même pas, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que le gouvernement français doit donner des subventions Covid pour des Juifs français? Pas des Français de confession juive. Tout d'abord, ce sont des Juifs. Ils ne sont pas Français. Juifs français d'Israël. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Ah, mais c'est pour dire à Netanyahou, ça. Non, mais c'est pour ça que je dis que nous sommes en plein pouvoir judéo-maçonnique en France. C'est pas nouveau, mais ça va en s'aggravant chaque fois plus. Oui, c'est de plus en plus visible. C'est de plus en plus visible. Non, mais rappelez-vous ce que je cite régulièrement du livre de Bernard Lazare à propos des origines de l'antisémitisme. Ces gens sont des hystériques, ils ne savent pas s'arrêter. Plus on leur en donne, plus ils en demandent, jusqu'au moment où les peuples en ont marre, et ça se termine en général assez mal pour eux. Alors qu'ils continuent comme ça, et puis on comptera les dégâts. Alors, toujours pour continuer sur les Juifs, un correspondant vous écrit: Monsieur, je suis un Juif orthodoxe né en France. Je n'ai aucune intention de vous convaincre de revenir sur votre idéologie concernant le peuple juif qui serait aux manettes d'un pseudo-complot de domination mondiale.
La domination et l'exercice du pouvoir dans ce monde n'est pas du tout l'objectif d'un juif observant les commandements divins, pas plus que l'enrichissement ou la poursuite des plaisirs physiques de ce monde. Qu'un tel complot existe, c'est très probable. Qu'il soit orchestré par de vrais juifs, c'est tout simplement contraire à l'agenda de tout vrai juif tel que défini par le code de la loi juive. Je veux bien vous éclairer pendant 5 minutes sur les éléments clés manquant à votre analyse, non pas en ayant l'espoir que vous changiez, cela m'importe peu. J'ai un tout autre objectif en tête. Bien à vous, Michael. Alors, que répondez-vous à ce correspondant juif Alors, orthodoxe? je lui ai pas répondu, c'était sur mon mail. Je lui ai pas encore répondu parce que justement, j'avais l'intention de le faire publiquement lors d'un entretien. Alors, j'avoue que ça m'a assez surpris, ce truc-là, parce que, bon, admettons que cet homme soit de bonne foi. Mais visiblement, il ne connaît pas les déclarations de ces glorieux représentants de sa communauté. Il ne connaît pas non plus le Talmud. Il ne connaît pas non plus le Talmud, il ne connaît pas les injures du Talmud contre le Christ et contre la religion catholique, il ne connaît pas les textes de Weishaupt, il ne connaît pas les textes des différents rabbins que je cite régulièrement et de tous les autres auteurs juifs aux différentes époques, Baruch, Lévi, enfin, tous ceux que j'ai cités et qu'on retrouve dans mes livres aussi. Donc cet homme, bon, je veux bien croire qu'il est de bonne foi, ou alors c'est la chutzpah juive, le culot juif, qui le fait écrire ce qu'il a écrit. C'est pas naturel. Alors je lui demanderai de se documenter un petit peu avant de sortir de pareilles bêtises. Ensuite, on en parlera peut-être. C'est peut-être moi qui le convertirai. On va passer à nos milieux, Diane. Oui. Notamment à nos chers milieux. Petit rappel pour cette personne. Oui. Quand un rabbin, homme politique, israélien, etc., se sont réjouis de l'incendie de Notre-Dame en disant que c'était une vengeance de Yahvé, ça ne faisait pas partie de quelque chose, ça? Ou alors peut-être qu'il essaye de dire que ceux qui gouvernent ce monde, comme les Rothschild, Soros et compagnie, eux ne sont plus juifs finalement. Alors il faut leur faire repousser le prépuce. C'est vous le chirurgien? Non, merci. Je travaillais un peu plus haut. Ah, donc question sur nos milieux, Manuel, je t'écoute. Oui, alors ça concerne Louis Alliot, qui est le compagnon d'une certaine dame que vous aimez particulièrement. Alors, il a été élu maire de Perpignan et à peine élu, Monsieur Alliot a pris l'initiative d'augmenter ses indemnités de 17% de suite. Est-ce que vous souhaitez commenter cette initiative de cet individu? C'est ce qu'on appelle une initiative citoyenne? Ah, j'irais plutôt une initiative de lui-même. C'est hallucinant, vraiment. Et c'est ça qui représente les Français face au pouvoir. Ils ont toutes les tares de ceux qui gouvernent. Toutes les tares. Ils représentent la même chose. Ils ne souhaitent qu'une chose, c'est partager le gâteau. Et d'ailleurs, vous savez Je vous rappellerai, petit détail, en passant, les origines de Louis Alliot. Juif par sa mère, une juive algéroise, et là encore, bon, je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais enfin, il y a tout de même une certaine appétence à l'argent, là. Et vous savez d'ailleurs que Louis Alliot a promu sa nouvelle compagne, Véronique Lopez, au conseil municipal, au conseil d'administration du théâtre. Voilà. Enfin, bref, il place. Mais bien sûr, ça vous surprend, ça, Diane? Non, absolument pas. Mais bon. C'est la confirmation. Ça. C'est triste pour toutes ces personnes qui placent leur espoir encore dans le Front National. Oui. Alors, à propos justement du Front National, où est-ce que c'était? Attendez, où est-ce il y a eu c'est dans une ville du sud de la France, je me demande si c'est pas Aix-en-Provence. Si le Rassemblement national s'était désisté, c'est un candidat de droite qui aurait été élu et qui était tout de même assez à droite. Oui, tout à fait. J'ai entendu ça. Vous avez entendu ça? Ils ont refusé.
Et ils se sont maintenus, et bien entendu, je crois que c'est un candidat de gauche ou écolo qui est passé, je ne me rappelle plus exactement. Donc là encore, ils ont fait le jeu de nos ennemis. Donc, le Front National, c'est terminé, et je rappellerai à ceux qui ont encore des illusions sur le Front National, Rassemblement National, le livre que j'ai écrit sur la trahison de Le Pen, et c'est vrai pour sa fille aussi, et pour la nièce aussi, le livre qui s'appelle Histoire d'une trahison. Tout est là. Alors, où on veut voir, où on veut continuer à croire à ces chimères et à se faire tromper et utiliser jusqu'à la mort. J'en profite pour rappeler que ce livre est disponible sur la plateforme eBay. Voilà. Ainsi que d'autres que je crois que vous m'avez signalé avoir mis aussi. Oui, tout à fait. Et apparemment, ça a l'air de très bien marcher. Effectivement. Certains de nos... Pardon, ça a l'avantage pour les personnes d'aller plus vite par PayPal. Ça ne fait pas nécessairement les affaires de la Société de philosophie politique, mais ce qui compte avant tout, c'est que les idées se diffusent le plus possible. Oui, parce que c'est très compliqué de se mettre sur Amazon, apparemment. Oui, un peu beaucoup. On verra. Bon, ça on en reparlera, Manuel, puisque c'est vous qui vous en occupez. On verra ce qu'on peut faire encore. Alors, certains de nos correspondants affirment que Rissen est d'origine juive. D'autres pensent qu'il est une barbouze. Quels éléments de preuve disposez-vous pour corroborer ces allégations? Alors, je n'ai pas d'éléments particuliers pour corroborer. Et bon, et vous savez très bien que quand je n'ai pas d'éléments, je n'affirme rien. Tout ce que je peux constater, une fois de plus, c'est la démarche de Rissen. Et dans la démarche de Rissen, et à propos de cette information qui m'a été transmise par un de mes correspondants, je crois que c'était sur Facebook, il m'est venu une idée de faire l'assimilation avec l'exemple de Léo Taxil pour la maçonnerie. Alors, petite histoire de Léo Taxil. Léo Taxil est un individu qui était membre de la maçonnerie qui, à un moment donné, se révèle publiquement en disant voilà, j'étais maçon, je suis sorti parce que ceci, parce que cela, parce que ce sont des affreux, etc., etc. Et il publie des livres, il publie des livres, il publie des livres, il raconte tout et n'importe quoi. Et les milieux catholiques de l'époque enchantés, oh là là, quelle bonne recrue, etc., etc. Et puis un beau jour, Léo Taxil dit ah ah ah, je me suis bien moqué de vous, mais pas du tout, je vous ai raconté des sornettes. Il est retourné à ses vomissements. Et je me dis qu'à la limite, Rissen, ça pourrait être un cas dans ce genre-là, d'autant que je sais par des correspondants qu'il a été très très proche des milieux de l'ultra-gauche juif. Et que ce serait par une histoire de vengeance envers, je ne sais pas ce qu'on lui a fait comme grâce, qu'il aurait commencé à écrire ses livres en principe anti-juifs. Donc le cas Rissen est un cas. Mais en tout cas, c'est franchement un pauvre type. Et je lui envoie ça sans fleurs et avec les épines. Il va pas être très content, le monsieur, non, quand même. C'est lamentable, c'est lamentable. C'est rigoler. Alors, ce qui m'amuse quand même, c'est que calmement, je ne me suis pas laissé faire, d'ailleurs pas plus que vous. En tout cas, oui, tout à fait. Je tire mon chapeau. Et contrairement à d'autres qui ont pris peur. C'est que, on ne va pas les citer. Je ne vais pas les citer, mais j'envoie tout de même le petit rappel. Rissen s'est comporté de façon ignoble. Et calmement, j'ai réussi à démontrer qui était le personnage, ce qu'il y avait derrière. Et ce genre d'information qui nous revient, ben, c'est le fruit de la mise en lumière du personnage Rissen tel que je l'ai fait. Les gens ont commencé à se dire « Ah oui, mais qui c'est ce bonhomme-là » Ils se sont mis à creuser, d'où ce genre d'informations qui commencent à parvenir. Les gens tirent les leçons du comportement de Rissen et voilà ce qui lui arrive sur la figure. Je ne peux que me féliciter de mon calme
Et de mon flegme. On nous apprend aussi que sur les réseaux sociaux, il gravite beaucoup de juifs autour de son profil VK, je crois, à l'époque. Bon, maintenant, il est Non, mais passé ailleurs. il y a quelque chose de louche. Il est passé sur autre chose. Je sais. Et puis une chose à laquelle on a déjà fait allusion à plusieurs reprises, il a fait joujou avec les gilets jaunes. Comment se fait-il que, contrairement à d'autres qui étaient aux premières lignes, photographiés et refotographiés, il n'ait jamais été arrêté et qu'il n'ait jamais reçu un flashball dans la gueule, contrairement à Jean Lemour dont on parlait encore dernièrement. Il y a quelque chose de trouble chez ce type-là. Donc, quand un autre internaute dit que probablement c'est un agent double ou un provocateur, je suis prêt à le croire. On n'aura jamais la preuve, mais enfin, les choses sont tout de même curieuses. Alors, Alain Soral a été interpellé et placé en garde à vue. Pour la première fois, Alain Soral ira bel et bien derrière les barreaux, se réjouit un membre de l'EUEJF. Il serait accusé de provocation à commettre un crime ou délit portant atteinte aux intérêts de la nation. Quelle est votre réflexion sur cette condamnation? Les intérêts de la nation, quelle nation? La nation juive. C'est évident. Et alors, puisqu'on parlait à l'instant de Rissen, comment se fait-il que ce soit Soral qui soit arrêté par Rissen? Alors, bon, vous savez très bien quelle est ma tactique. Alors, c'est possible que ce soit parce que Soral fait beaucoup plus d'audience que Rissen. C'est certainement beaucoup plus. En effet. C'est évident. Mais le problème, et ça, ils ont ça en commun tous les deux, tout au moins à une certaine époque de la part de Rissen, sur le problème juif, ils y allaient vraiment de façon insultante, brutale. Moi, ça a été ma ligne dès le début. Je n'insulte jamais l'adversaire. Je le démasque pour ce qu'il est par ses propres textes. Point. Les gens intelligents comprennent et apprennent à connaître l'ennemi. Les autres, comme je dis, n'ont aucune importance. Donc voilà, c'est ça, et je me tiens à le dire sur tous les tons, je dirais amicalement, cordialement, à Soral, il faut cesser de se faire plaisir en insultant l'ennemi. Ce n'est pas nécessaire pour le démolir. Mais là, ils disent bien que c'est pas forcément pour insulte, c'est pour provocation à commettre un crime ou délit portant atteinte aux intérêts. Je ne sais pas à quoi ils font allusion dans la plainte, j'aimerais connaître le texte complet de cette plainte. Je ne vois pas à quoi il fait allusion, mais il doit y avoir quelque chose là derrière. Complotisme, ils font allusion à des tentatives de faire insurrection de les forces armées, je pense, des choses dans ce genre. Des choses dans ce genre qu'il aurait proféré lors d'une vidéo. D'avoir le texte complet de l'accusation. Alors, en plus de ça, d'après ce que j'ai vu, il aurait été interpellé par trois personnes en civil. Oui. Donc, ça veut dire quoi? C'est la police politique, ça? Oui, certainement. C'est la GPU du système Macron? Non, mais il est évident qu'il gêne. Il gêne le pouvoir en place. C'est évident. Il gêne. C'est certain. On est dans la dictature. Bon, je le mets périodiquement en garde, et puis il y a des choses chez lui tout de même qui me déplaisent, parce qu'il y a des contradictions chez lui qui sont incompréhensibles, et que je n'aime pas les choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas cohérentes. Incontestablement, il est utile pour une première phase de déblayage. Ça, je l'ai toujours dit. Donc, je ne suis pas du tout son ennemi, simplement je mets en garde contre certaines de ses attitudes qui finalement lui retombent sur la figure. Mais il est fort probable que vous-même, sans insulter, si vous faisiez autant de vues que... Ah oui, c'est sûr. Que Soral, vous auriez probablement le même type de c'est pour ça que dans la mesure du possible, j'essaie de faire les choses discrètement, mais enfin tout de même, rappelez-vous qu'il y a un certain nombre de mes conférences qui ont été interdites. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Or, elles ont été interdites parce qu'elles font partie de celles qui ont eu la plus grosse audience. Mais alors justement, il y a des internautes qui s'interrogent pourquoi vous n'êtes pas interdit sur Facebook ou YouTube?
Bon, c'est la réponse que vous venez de faire, c'est parce que vous n'êtes pas insultant. Oui, exactement. Exactement. Quand je vois des gens qui me disent ou qui me redemandent à être ami sous un autre pseudo, je leur réponds toujours, comme je fais toujours quand j'ai ce genre de demande, merci de votre amicale invitation, mais pourquoi? Et ils me répondent, ah, mais vous m'aviez déjà accepté comme ami, mais j'ai été bloqué sur Facebook, donc sous un autre pseudo, je vous redemande d'être à nouveau mon ami. Je réponds tout de suite, oui, pas de problème, etc. Mais voilà, les gens se défoulent et ils croient qu'en se défoulant, ils vont faire avancer les choses. Non, on ne fait avancer les choses qu'en démontrant qui est l'ennemi, en le démasquant par ses textes. Ce n'est que comme ça. Et insulter ne sert à rien. Bon, peut-être pour celui qui préfère les insultes, ça le soulage peut-être, mais pour des gens qui ne sont pas convaincus, ça ne peut pas convaincre. Les insultes ne convainquent pas. Mais la démonstration par un texte peut convaincre. Et c'est ça le but. Bah, apparemment pour Hyssen, ça fonctionne. Parce qu'il se plaint depuis pas mal de temps qu'il a eu 2 comptes Twitter qui ont été supprimés, le compte YouTube, je ne sais pas où, qui a été supprimé. Alors, cet individu, s'il a eu des comptes Twitter censurés, c'est parce qu'il était insultant, il proférait des insultes à tout va, mais ça fait de l'audimat, tout ça. Mais bien L'armée, pseudo-armée qu'il a derrière lui, apparemment apprécie ce genre de langage. Tout à fait. Ben, justement, c'est pour ça que je suis jamais allé sur VK, parce que, ayant été informé de tout ce qu'ils disaient là-dessus, je ne tiens pas à me retrouver avec des gens qui disent tout et n'importe quoi. Et je mets en garde, encore une fois, cessez d'insulter l'ennemi, démontrez-le tel qu'il est, mais foutez-le à poil pour que les gens comprennent quel est l'ennemi. Mais cessez de l'insulter, vous vous retrouverez devant la 17e chambre. On va aborder un autre personnage aussi. Pierre Jovanovic, qui est relayé par ER, présente sa revue de presse déguisée en pape. Que pensez-vous de ce personnage? Ah, écoutez, c'est très curieux parce que j'ai jamais accroché avec lui. Il y a toujours quelque chose qui m'a semblé déplaisant chez lui. Bon, il fait des analyses sur le plan surtout économique qui ne sont pas sans intérêt, mais enfin, il ne fait que dire ce que d'autres ont déjà dit, rien de particulièrement nouveau. Mais je note depuis très longtemps qu'il y a un problème par rapport aux catholiques. Je ne sais pas d'où il sort exactement, mais il y a un problème. Et là encore, pourquoi est-ce que cet individu qui se déguise en pape pour sortir tout et n'importe quoi le fait par l'intermédiaire d'égalité et réconciliation? C'est une des choses que je reproche à Soral. Il ferait bien de faire un petit peu le ménage chez lui, comme je le fais moi. Bah, je vous rappelle que Jovanovic, c'est celui qui récite des kaddish dans des synagogues à Toulouse. Oui, bravo de le rappeler, Emmanuel. Bravo, tout à fait. Donc, c'est pas par hasard. Donc, j'attendais que vous sortiez ça, justement, parce que c'est ça qui explique pourquoi il se déguise en pape. Alors, on pourrait dire, ah oui, mais il se déguise en pape pour moquer la papauté actuelle, François et compagnie. Oui, bon, c'est pas ça. Ou alors, il aurait besoin d'expliciter la chose en citant les énormités de François. Mais non, c'est pas ça du tout. Oui. C'est la moquerie du symbole du pape avec la tiare. Et alors, en plus de ça, son interlocuteur, je crois, était déguisé en évêque. Mes souvenirs sont exacts. Cardinal, oui. Ouais, c'est ça. Hein. Oui. Cardinal. Cardinal. Oui. Dans sa foire aux questions numéro 15, Lesquin se défend face aux accusations de la LDJ portant sur son origine juive. Un commentaire? Ah, c'est cher, Lesquin. Vraiment, il est pathétique. Alors, très exactement, il dit que la LDJ lui reproche son nom Médina,
Sauf que Médina, donc Lesquin dit qu'il descend de Gaspard de Médina et que c'est un conquistador qui a conquis l'Argentine et qu'il en est donc très fier. Et il précise donc aux idiots de la LDJ que Médina, c'est un nom arabe qui veut dire ville. Et que énormément de lieux s'appellent Médina en Espagne. Et qu'il y a des nobles espagnols qui s'appellent Médina, comme par exemple le duc de Médina Sidonia, qui est un noble espagnol. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai ri quand vous m'avez parlé de ce truc-là? C'est qu'en fait, vous savez que Lesquin, ne pouvant répondre à mes analyses sur ces déclarations, dont celle la nation française est née avec la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ce qui est totalement maçonnique, et je n'ai rien trouvé de mieux avec les Beckett chez autres Anthony que de dire qu'en fait je suis musulman parce que ma mère était musulmane étant née au Caire. Bon, alors s'il se revendique de Médina, qui aurait donc, si j'ai bien compris, étant un nom d'origine arabe, donc lui-même est musulman. Alors, il y a tout de même une chose sur laquelle je veux revenir, et il ne répond pas complètement à l'accusation de la Ligue de défense juive. Les Juifs, en général, sont très, très, très bien renseignés sur les ascendances réelles des personnes. Et je me rappellerai toujours, il y a quelques années, quand je résidais encore en Belgique, nous avions des amis. Lui était ambassadeur, son épouse faisait partie de cette haute aristocratie d'empire germanique dont il y avait des descendants en Belgique. Donc c'était vraiment pas des gens n'importe quoi. Et cet ambassadeur et ami m'avait raconté une histoire assez curieuse. Il m'avait dit qu'un jour il avait été invité à un gala, une soirée, où était projeté un film avec comme actrice Isabelle Huppert, qui est une actrice juive. Et à un moment donné, je ne sais pas, à la sortie, en discutant dans un groupe, cet ami dit « Oh, j'en ai marre de cette femme, elle m'insupporte, etc. etc. » Peut-être qu'il avait fait d'autres commentaires déplacés. En plus de ça, il avait été en poste à Jérusalem comme consul. Et il avait été témoin des crimes israéliens contre les Palestiniens. Donc il ne fallait pas lui parler des Juifs, il les avait en sainte horreur. Il y a quelque temps de là, il reçoit un message de quelqu'un qui lui dit « Écoutez, monsieur, j'ai entendu vos propos que je trouve particulièrement déplacés, et vous allez voir la ressemblance avec l'histoire de Lesquin. Particulièrement déplacé parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes vous-même d'origine juive. » Alors, quand je dis que les Juifs sont particulièrement bien renseignés sur les ascendances des uns et des autres, soit pour leur rappeler leurs origines, pour s'en faire de nouveaux adeptes, marchant dans leur ligne, soit pour les bloquer, j'attends toujours qu'on m'envoie un message en me disant « Mais vous savez, vous êtes d'origine juive. » Intéressant. Voilà. Ah non, mais je me rappelle cette histoire-là, parce que c'est très, très significatif. Et quand j'ai eu vent de cette réponse, et d'ailleurs vous, Diane, je crois qu'il me l'avait envoyé, quand j'ai eu vent de cette réponse de Lesquin, qui n'est pas une réponse, qui est une fuite, parce qu'il est terriblement embarrassé, il ne répond pas du tout à l'argumentation de la Ligue de défense juive. Et le problème, c'est que Lesquin est mal barré. Il joue au grand antisémite pour faire oublier ses racines, ses origines juives. Le problème, c'est que la LDJ lui rappelle « Hé, mon petit copain, toi, tu craches dans la soupe. » Voilà. On passe à l'international, Diane. Il est bien. Je t'écoute. On t'écoute. Alors, de nombreux internautes demandent votre avis sur Canon. QAnon, oui.
QAnon, c'est comme. Ok, pardon. Prétendant évoluer dans les plus hautes sphères du pouvoir américain, Q entend révéler des informations secrètes sur l'état profond que Trump combat. Quel est votre avis? Mon avis, ben, je crois que j'en ai déjà parlé. Non, peut-être pas que j'en ai parlé, mais j'ai répondu déjà à un interlocuteur qui me posait déjà cette question. Attendez, que je retrouve. C'est assez récurrent. On a souvent des internautes qui veulent Oui. votre avis sur Radio-Québec, parce que Radio-Québec en parle souvent. Radio-Québec, ils sont bien gentils, mais alors là, leur admiration de Trump, moi, je ne les comprends pas. Et ben c'est ça, c'est parce que pour eux, ils Non, suivent la théorie. Il combat l'État profond, il combat. Ah oui, avec son à plat ventre devant Netanyahou et compagnie et tous les lobbies juifs d'Amérique. On va rigoler quand même. S'il y a un État profond, ce sont bien les lobbies juifs des États-Unis. Mais c'est ça, QAnon, c'est soutenir Trump Oui. dans Alors, son combat. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que celui qui vous a envoyé, que vous m'avez transféré de cette information, voilà ce que j'ai. Afin d'appuyer le précédent mail, j'aimerais vous faire part de ceci. Lors d'un chat des codeurs, donc très populaire et tenu par un certain Léo, activiste de QAnon, je pose la question suivante lors du direct. Pourquoi n'abordez-vous jamais la question juive? Et là, le présentateur, Léo, de me répondre que le fait que je pose cette question prouve que je n'ai rien compris, que ce n'est pas important et qu'il ne faut pas en parler de ça en direct. Bon, au moins c'est clair. Commente cet internaute qui nous a transféré cet échange. Donc voilà. Attendez, il dit c'est clair, c'est de l'opposition contrôlée. Oui, c'est l'opposition contrôlée, exactement. C'est de l'opposition contrôlée. Donc, bon, ben voilà, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que j'avais déjà répondu en disant QAnon, je n'y crois absolument rien, absolument pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très curieux à Radio-Québec, et notamment, comment il s'appelle Cossette Trudel. Voilà, Cossette Trudel, cet entêtement à nous faire prendre Trump pour un ami. C'est pas un ami, à aucun point de vue. En tout cas, on peut constater qu'il y a quand même une prise de conscience populaire de l'existence d'un complot mondial. Ah oui, ça c'est évident. Non mais c'est ça, alors incontestablement, je constate que sur les réseaux sociaux, bon, souvent on perd son temps avec des idiots, auxquels il faut tout de même répondre parce qu'il ne faut jamais rien laisser passer sans réagir. Mais il y a de plus en plus de réactions. Alors il y a deux types de réactions. Il y a ceux qui se défoulent et ça m'exaspère, et je le dis encore une fois, fichez-moi la paix avec vos éruptations. Mais par contre, il y en a d'autres qui fouillent, qui cherchent et qui trouvent des éléments d'information qui nous sont très utiles. Et cela, vraiment, je les remercie. Qu'ils continuent comme ça. Donc en fait, le point crucial quand on se pose une question sur tel ou tel individu, c'est toujours quelle est sa position par rapport à la question juive. Évidemment. Évidemment. Il y a deux questions qui sont fondamentales et qui montrent quel est le degré de compréhension du problème qui nous assaille. C'est le problème juif et la question maçonnique. Et de son liés, puisque vous savez très bien, je crois assez clairement démontré par leur propre texte dans mon livre La maçonnerie, que la maçonnerie est une création juive. C'est leur petit soldat. Et alors pour clore cette question, il y a un État profond aux États-Unis. Bon, c'est le complexe financier militaire. Oui. Mais en France, on n'appelle pas ça l'État profond, mais pourtant il y a bien une main cachée qui. Un autre nom, appelez ça, ou ça n'a pas de nom, mais ils sont là. Ils sont là. Mais l'État profond, il est à la tête de l'État. Non, mais il y a quelqu'un derrière Macron. Mais évidemment. Donc il n'est pas à la tête. Il est représenté à la tête de l'État par Macron.
dont on connaît les origines, bien entendu. Toujours question d'origine. Le gouvernement portugais ne restreindra pas les conditions du retour pour les Juifs. Quelle relation entretient le Portugal avec le monde juif? C'est assez ambigu parce que incontestablement, il y a eu une grosse pénétration juive au Portugal sur le plan historique. Il y a eu deux pénétrations importantes au Portugal. L'un qui est dû à l'invasion musulmane d'une bonne partie du Portugal, mais qui n'a pas eu les mêmes conséquences que l'invasion juive. L'invasion musulmane a été absorbée, ça n'a pas laissé de grosses traces. Il y a un autre élément qui est gênant pour les Portugais, c'est aussi, et c'est ce qui nous arrive aussi, c'est le poids de la colonisation et ce qui en est sorti. C'est-à-dire qu'ils ont été énormément métissés. Bon, ça, ce sont des données d'histoire, et il est évident que le portugais de souche est de toute autre sorte. Mais ça, c'est un élément dont il faut tenir compte. Et il était évident que ce genre de réaction n'aurait jamais pu se produire du temps de Salazar. Et là, si ça se produit aujourd'hui, c'est parce que le pouvoir portugais est de nouveau sous la coupe de la maçonnerie, je dirais fille aînée de la juiverie. Depuis 1974. Fille aînée de la synagogue. Exactement. Et en fait, cette histoire des retours, bon, pour en parler rapidement, la restreinte, c'est depuis 2015, tout descendant des juifs séfarades qui ont été expulsés par le roi Manuel Ier il y a 5 siècles, tous les descendants pouvaient prétendre à avoir la nationalité portugaise. Tout simplement, ils devraient présenter un casier judiciaire et, en plus, un certificat, une déclaration de descendance qui est délivrée par la communauté israélienne au Portugal, Porto ou Lisbonne. Simplement. Or, le pouvoir en place, ce qui m'étonne, parce que c'est un pouvoir du Parti socialiste, dont grand nombre de ces éléments sont des francs-maçons, ils ont voulu, en plus de cela, exiger qu'ils parlent la langue, qu'ils soient résidents au pays depuis 2 ans, me semble-t-il, qu'ils prouvent leur liaison avec des communautés juives au Portugal. Apparemment, là, récemment, c'est quelque chose qui n'est pas passé. Donc, les juifs séfarades peuvent continuer à demander la nationalité portugaise. Et intéressant, c'est qu'il y a plusieurs sites web qui proposent leurs services pour accompagner le processus d'enregistrement. Parce qu'en fait, le Portugal a été présenté comme un produit très intéressant parce qu'il permet, entre autres, d'entrer aux États-Unis sans visa. Sans visa. Il y a même un site internet qui s'appelle Portugal Israël, que lui présente une liste de patronymes qui sont éligibles à la nationalité portugaise. Bravo, Manuel, bravo, vous avez bien creusé la question. Donc, je ne sais pas pourquoi tous ces gens viennent maintenant au Portugal, surtout qu'il y a eu une demande mais énorme depuis 2015. Plus de 25 000 demandes, me semble-t-il, pour pas dire de bêtises. Alors, depuis 5 siècles, et ces gens-là, ils ont autant de descendants. Je ne comprends pas, honnêtement. Surtout, la plupart des demandes viennent de 2 pays, Turquie et Israël. Non, mais il est évident qu'il y a pas mal de juifs d'Israël qui voudraient bien se sortir du guêpier. Ça, c'est certain. Mais en tout cas, l'histoire des Portugais, enfin de ces juifs portugais et de l'autorisation du gouvernement portugais, ils sont un petit peu en retard d'allumage par rapport à l'Espagne. Rappelez-vous, c'est du temps de Rajoy que la même chose a été faite pour les juifs d'origine espagnole. J'en parle je crois que c'est dans mon livre sur l'armée française que je parle de ça. Et j'avais sorti la liste complète de tous les noms de juifs espagnols de l'époque qui étaient éligibles à être réadmis en Espagne.
Oui, mais c'est que les séfarades. Ça veut dire que les Ashkénazes sont bien en Israël. Les Juifs péninsulaires, Mais oui, Mhm. ils n'ont rien à voir, les Ashkénazes. méditerranéens. Les- Enfin, méditerranéens, pas pour le Portugal, parce que le Portugal n'est pas sur la Méditerranée, mais enfin, c'est ça, c'est les Juifs du Sud. Ce sont les Juifs du Sud. Alors la basilique. Et donc là aussi, on voit très bien que ce pouvoir portugais actuel est tout à fait compatible avec les Plus intérêts que compatible, de connivence. surtout son Premier ministre, Euh, qui lui est aussi franc-maçon, mais bon, si on va citer la liste, Non, non. elle est interminable. Oui, la maçonnerie est la fille aînée de la synagogue. On va passer à Diane, je te laisse la parole. Non, vas-y, je t'en prie. Non, pour la prochaine question. La basilique Sainte-Sophie d'Istanbul est redevenue une mosquée. Pensez-vous que la politique étrangère de la Turquie aurait influencé cette décision? Alors, j'avoue, je suis un peu perplexe, j'ai été un peu perplexe quand j'ai vu cette information. Mais Erdogan est un personnage absolument imprévisible. En principe, il était opposé à l'héritage domé, c'est-à-dire des marans turcs, qui étaient, à la suite de Kemal Atatürk, fortement représentés dans l'armée. Et donc, il avait fait un certain ménage dans l'armée turque. Mais Erdogan est un personnage, vraiment, je me répète, totalement imprévisible. On a d'autres informations qui disent qu'il est lui-même un Donmé. Je sais, j'ai vu aussi, c'est pas exclu. C'est pas exclu du tout. Et d'ailleurs, on voit très bien dans sa politique étrangère entre la Russie et les États-Unis. Rappelez-vous ce que je disais il y a au moins 2 ou 3 ans, sinon plus, qu'il allait faire la pute entre l'un et l'autre. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Il joue contre la Russie, notamment en Libye. Il joue contre la Russie et la Syrie en Syrie, en appuyant les terroristes. C'est un personnage imprévisible. Ce, par contre, que l'on comprend très bien, c'est qu'il a l'ambition de recréer l'Empire ottoman. Il se mouche pas du pied, le bonhomme. D'où le retour de Sainte-Sophie en mosquée. Le Sainte-Sophie, et justement, Diane, vous avez compris ce que j'allais dire, c'est que pour lui, c'est un symbole de conquérant. Il se place en conquérant. On évacue tout ce qui pouvait rester de symboles non turcs. Mais je vous dis encore, il est tellement complexe qu'il est difficile d'intégrer ça dans une ligne bien définie. Un jour, c'est une chose, un autre jour, ce sera autre chose. On ne sait jamais. Manuel? Prochaine question, ça concerne l'Algérie. Alors que la France a fait un geste en matière de mémoire en restituant les restes de 24 combattants algériens tués, le président algérien demande un pas de plus dans l'apaisement. Il a déclaré attendre des excuses de la France pour la colonisation. À votre avis, est-ce que la France doit s'excuser? Je crois que je vais vous refaire la même réponse ou le même commentaire que j'ai fait tout à l'heure. La France n'a pas à faire des excuses. C'est la République qui doit faire des excuses pour avoir toujours préféré les intérêts juifs aux intérêts des musulmans. Donc j'accuse la Troisième République et notamment Adolphe Isaac Crémieux, président de l'Alliance israélite universelle, d'avoir donné un statut particulier préférentiel aux Juifs d'Algérie au détriment des musulmans. Si la République française doit faire une excuse aux Algériens, c'est là-dessus. Mais la France n'a aucune excuse à produire. Enregistré. Le curé fraîchement nommé à la tête des diocèses de Lausanne, Genève et Fribourg n'entrera finalement pas en fonction.
Un quotidien suisse a révélé que le prêtre menait en fait une double vie en cherchant des conquêtes sans lendemain sur un site de rencontres homosexuelles. Que dire de cette décadence de l'Église? Ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure au sujet de l'Église qu'ils veulent désacraliser en France. C'est le résultat de l'Église moderniste. Voilà. Voilà, aujourd'hui, on est face à des entités religieuses qui sont devenues de simples fonctionnaires de l'Église, mais qui n'ont plus la foi dans leur fonction, qui ne représentent plus leur fonction dignement. C'est tout simplement ça. Oui, d'ailleurs, il y a des livres et des enquêtes qui dénoncent le Vatican comme étant devenu un lupanar, un lieu de débauche. Bon, je ne sais plus comment s'appelle cette personne qui avait écrit sur tout ce Oui, mais il y a sujet. eu beaucoup de choses à ce sujet-là d'ailleurs. Et j'en parle, rappelez-vous, dans mon livre La maçonnerie, il y a tout un chapitre consacré sur la maçonnerie et l'Église. Et j'y montre quel a été le processus de pénétration de la maçonnerie dans l'Église. Comment les francs-maçons ont appâté de jeunes prêtres prometteurs en les faisant monter dans la hiérarchie. Mm. Et c'est comme ça que ça a été contaminé. Il faut relire ce chapitre, et c'est un des points les plus importants de mon livre sur la maçonnerie. Et c'est la démarche constante de la maçonnerie. C'est appâter les gens par leur ambition, soit leur ambition politique ou religieuse, soit leur ambition par l'argent, ou par le sexe, ou tout ça ensemble. Donc, je vous conseille à vous deux de relire ce chapitre de mon livre sur la maçonnerie et bien entendu à ceux qui m'écoutent. Entendu. On passe à la prochaine. Comme en France, de toute façon, on reste sur l'Église catholique. Comme en France, le nombre de catholiques baisse aussi vertigineusement en Espagne. Une enquête publiée récemment par le Centre d'enquête sociologique révèle que 61% des Espagnols se déclarent encore catholiques, mais c'est déjà 5 points de moins qu'en avril de 2020. Est-ce que l'Église catholique est en danger de disparition? Tout est fait pour qu'elle disparaisse. Alors justement, en principe, si on est croyant, on croit à la promesse du Christ, comme quoi l'Église de Satan ne prévaudrait pas sur son Église. Mais ceux qui gouvernent l'Espagne sont du même acabit que ceux qui gouvernent le Portugal, que ceux qui gouvernent la France et ailleurs à travers le monde. Il n'y a que quelques pays encore qui passent relativement à travers, dont la Sainte Russie. Qui avait été consacré d'ailleurs au Mais Immaculée. rappelez-vous mon commentaire sur la nouvelle constitution russe. Oui. Et l'appel et la mise sous l'égide de Dieu, c'est dit nommément, de la constitution, la nouvelle constitution russe. C'est quelque chose de fondamental. C'est toujours la même chose. Action, réaction, action, réaction. C'est à celui qui est le plus convaincu, qui est le plus mordant, qui l'emporte. C'est pour ça que je fustige régulièrement les catholiques aujourd'hui, qu'ils soient modernistes ou traditionnalistes, parce que dans la mollesse, ils se valent bien. À part, il y a tout de même quelques exceptions. Il y a quelques prêtres qui notamment font des conférences sur la maçonnerie, contre la maçonnerie. Et ceux-là, je tiens évidemment à les saluer. Mais à part ça, franchement, et le public religieux, le public des fidèles traditionnalistes, ils sont d'une mollesse. Enfin, bon, allez, glissons. Bernard-Henri Lévy a été empêché d'entrer dans la ville libyenne de Tarhouna. Des hommes armés lui ont barré la route et ont tiré des coups de feu en direction de son convoi, assortis d'insultes antisémites. Selon Bob Dullas, ancien conseiller de Kadhafi, il n'y a aucune raison pour qu'il retourne là-bas après le bordel qu'il y a mis. C'est insensé. C'est même risqué. Il faut être givré pour s'appeler BHL et aller sur place aujourd'hui. Il risque de se faire pendre par les pieds pour ne pas dire autre chose. Ils lui en veulent tous. Et l'une des insultes notamment qui a été proférée, c'est chien de juif. Chien juif, oui. Chien de juif, ouais.
Donc voilà, BHL en Libye, est-ce qu'il est inconscient Mais ces gens-là sont tellement sûrs de leur puissance mondiale qu'ils se croient tout permis. Je regrette simplement, je le dis froidement, le plus froidement possible, que ceux qui ont tiré sur le convoi pour faire peur au convoi n'aient pas tiré sur l'individu. Ça aurait été un juste retour des choses de ce qu'ils ont fait subir au malheureux Kadhafi. Alors, il y a quelque chose. Alors, et les gens qui protestent, qui insultent l'ennemi, etc., ça ne sert à rien. Vous avez un ennemi qui vous en veut à mort, qui veut votre mort. Il faut le supprimer. C'est lui ou c'est vous. Donc, vous devez le liquider. Sinon, il vous liquidera. Alors, vous le comprenez, vous le comprenez pas. Mais vous n'avez pas peur. Moi, j'avais vu, docteur, c'est que alors, je peux pas citer le quotidien, je n'ai plus en tête, j'ai pas eu le temps d'approfondir que Bernard-Henri Lévy aurait été envoyé en Libye par le Wall Street Journal. Pour quel motif, je ne sais pas. Wall Street Journal, ah oui. Le Wall Street Journal. Attends, parce que le Wall Street Journal a démenti il y a 2-3 heures, et a démenti ce qui a été dit. Que non, en fait, non, ils n'ont pas envoyé, mais je vais creuser un peu plus et je vais vous envoyer les liens parce que ça me semble un peu louche. On va en parler lors d'un prochain entretien. Oui. Parce que c'est vraiment curieux. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Bon, il faut dire que la Libye, c'est un terrain d'affrontement invraisemblable. Il y a au moins trois factions. Il y a la faction du général Haftar soutenue par la Russie. Il y a la faction du gouvernement officiel légal reconnu par les États-Unis et l'Union européenne. Et puis il y a une faction, si on peut parler d'une autre faction, celle de Erdogan, qui est encore lui. Et on ne sait pas très bien de quel côté il est, qui essaie de passer ses pions, mais qui visiblement aimerait bien mettre un pied en Libye, toujours dans son optique de reconstituer l'Empire ottoman. Parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que l'Empire ottoman, ça allait jusqu'au Maroc. Hein. Oui. Donc voilà, ce Erdogan est un fou. Non, BHL. BHL. Je parle de Erdogan. Ah, d'accord. Ah ouais. Je parle de Erdogan. Erdogan est un fou, imprévisible. BHL n'est pas un fou. C'est un être à liquider parce qu'il est dangereux. En fait, il revenait sur les lieux de son crime pour admirer son œuvre de destruction. Donc, la vieille formule, l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. C'est souvent comme ça qu'on le démasque. Mais alors là, je regrette beaucoup que ces braves Libyens, et en plus de ça, anciens partisans de Kadhafi, ne lui aient pas réglé son compte définitivement. Non, mais écoutez, arrêtons de faire l'angélisme, quand même. On est en péril de mort à cause de ces gens. Manuel, la dernière question. La dernière question, docteur, alors que le nombre de cas de coronavirus continue de s'élever en Palestine, les forces israéliennes ont démoli cette semaine une clinique de test de Covid-19 dans la ville d'Hébron. Et c'est l'épicentre de l'épidémie en Cisjordanie. Que vous inspirent ces actions israéliennes? C'est très humanitaire, vous ne trouvez pas ça? Ah ben bien sûr. Et alors l'Occident, soi-disant chrétien, qui ferme les yeux là-dessus? Donc, le but d'Israël, c'est de faire crever encore un peu plus les Palestiniens. C'est ce qu'il en reste. C'est un holocauste, je regrette beaucoup, c'est un holocauste. Mais non, mais c'est hallucinant, ce peuple juif est un problème, et c'est un problème éternel. Alors, je ne sais pas si en repousser le prépuce à certains, ça améliorerait les choses. Je pense pas. Je ne perdrai pas mon temps à le tenter. Bah, vous savez, c'est la théorie du professeur Dortiguet, quelque chose comme ça, soi-disant. Menacé de dommages, je sais, qui a été, je vous le signale, je le rappelle, qui a été abonné à la politique d'ailleurs. Et lui-même, je crois qu'il vous avait envoyé un message de soutien lorsque vous étiez... Oui, non, c'était un brave homme, quelque peu atypique, mais honnêtement, je ne crois pas du tout à sa thèse.
Je vois pas pourquoi, à 24 heures près, on est juif avec tous les défauts de ce genre d'individu et le lendemain, on l'est plus. Ça. Bah, il est certain que la circoncision est un traumatisme, mais bon, Ah oui, ben, il est tous les jours, que je sache. oui. Quand même, C'est un traumatisme à vie, oui. traumatisme. Alors, ça peut expliquer leur problème sexuel, ça oui. Ça peut expliquer. Mais je vois pas pourquoi un jour avant, oui, ou leur genre après, non. Non, non, non. Tant que scientifique, je peux pas. Et puis, vous avez beaucoup d'hommes qui se font circoncire aux États-Unis sans forcément être juifs, d'ailleurs. C'est un peu la mode, en quelque sorte. Et c'est pas pour autant Je sais pas qu'ils ont pourquoi. les caractéristiques d'hystérie de ce peuple-là, Peut-être vous savez très bien ce que je dis du biblisme protestant américain. Oui. Américain. et notamment américain. C'est peut-être simplement un acte d'allégeance. Oui, absolument. D'alliance. D'alliance, oui. Ouais, L'arc d'alliance. Exactement. Bon, ben, nous avons terminé notre entretien. Merci, Monsieur Ploncardassac. Eh bien, Merci beaucoup. Yann, c'est dommage que ce soit déjà terminé parce que vraiment, c'est une conversation intéressante, amicale. Et... Écoutez, Qu'on aurait pu tenir longtemps. Hein. Comment? Qu'on aurait pu tenir très longtemps, Oui, bien sûr, honnêtement. tenir très longtemps, on ne peut pas épuiser ce genre de choses. on remet ça prochainement. Et puis, On remet ça alors là, en principe, le prochain, j'espère j'espère qu'on pourra le faire à Paris, donc le 5, En espérant. à moins que M. Macron et sa clique nous reconfinent. J'espère pas. Et donc, on verra. On verra, on est obligé de réagir au coup par coup. Sinon, si on ne peut pas le faire à Paris, on le refera comme on l'a fait aujourd'hui et en d'autres occasions, pour les mêmes raisons. Chers amis, merci de votre très bonne collaboration. Merci beaucoup Et à vous aussi. à bientôt. Merci. Au À revoir. très bientôt. Merci beaucoup.